toutes et à tous. Je suis David Cujas. Je suis en charge des activités, contenus et audience pour une zone étendue qui recouvre l'Europe, l'Amérique latine et l'Afrique au sein d'Accenture Interactive, qui est l'agence de l'expérience d'Accenture. Donc aujourd'hui, on a quelques minutes ensemble pour aborder un certain nombre de sujets autour de la réalité étendue. Et vous allez voir pourquoi est-ce qu'on parle de réalité étendue dans ce propos. J'espère dans la quinzaine de minutes pouvoir vous dérouler les messages que je souhaitais vous faire passer et nous laisser quelques temps pour échanger par la suite. Je voudrais juste commencer par une citation que je trouve assez intéressante d'un auteur de science-fiction qui nous dit que il suffit finalement que les technos soient suffisamment avancés pour qu'elles deviennent indissociables de la magie ou d'une part de magie. Et je trouve que c'est une bonne introduction pour pouvoir aborder le thème qui nous occupe aujourd'hui. Alors, ce concept, finalement, on a envie de reposer quelques éléments de vocabulaire avant de démarrer. Et ce concept qu'on appelle réalité étendue, extended reality, recouvre plusieurs dénominations. La première, celle de la réalité assistée, dans laquelle on vient surimposer au monde réel un ensemble d'éléments, notamment d'éléments de données. Et ça, on en voit beaucoup d'applications quand il s'agit d'équiper des field workers d'outils pour les aider à mieux accomplir leurs tâches quotidiennes. Le deuxième aspect, c'est celui de la réalité augmentée, où on vient superposer un contenu 3D sur le monde réel. On a énormément de très belles réalisations qui sont disponibles à l'étage. Et puis la réalité virtuelle qui est là constituée d'une simulation générée par l'ordinateur et qui se consomme de manière totalement immersive. Alors bien entendu, on reviendra sur les éléments qui constituent les facteurs clés de succès de la réalité étendue, mais naturellement, on repose quand même sur un besoin de technologie relativement important qui sont plus matures que d'autres pour certaines dimensions, autour de la réalité virtuelle par exemple, mais pour lequel on mesure déjà quelques preuves au quotidien de ce futur de la réalité augmentée qui vient toucher plus que nos sens visuels, avec tous les aspects liés à l'olfaction, et également à tout ce qui est lié aux connexions neuronales, où on commence déjà à avoir la possibilité de piloter de l'expérience au travers de connexions directes. Alors, on voit bien que tout ça nous offre finalement différentes manières d'expérimenter, si je puis dire, la réalité. Et vous comprendrez pourquoi la logique d'expérience pour nous est absolument essentielle. Des éléments qui rendent une nouvelle expérience complètement transformée, qui permettent de vivre ou de donner des moyens qu'on n'a pas nécessairement accès ou auxquels on n'a pas nécessairement accès avec nos sens actuels. Et tout ça va reposer évidemment sur un enjeu essentiel qui est celui du contenu. Si vous m'excusez la tautologie qui dit que les gens ne sont intéressés que par des choses intéressantes, on mesure bien aujourd'hui que le succès de cette réalité étendue repose dans la capacité à faire vivre des expériences, à raconter des histoires, ce qui veut bien dire aujourd'hui que ce qu'on doit y mettre, ce qu'on doit y faire vivre, doit être complètement révolutionnaire et adapté. Moi, je trouve intéressant de comparer l'adoption de ces réalités étendues au phénomène qu'on a vu il y a quelques années avec les réseaux sociaux, où il y a, à l'époque, si vous vous en souvenez, un engouement important des marques et des annonceurs
pour toutes et tous avoir sa page Facebook, sans forcément savoir ce qu'on allait y raconter, sans forcément savoir quelle allait être la logique d'engagement avec les consommateurs. Aujourd'hui, on mesure, peut-être parce que les annonceurs sont devenus plus matures, peut-être aussi parce que la barrière technologique à l'entrée est un petit peu plus élevée. Un engouement, un intérêt très fort, mais une mise à disposition des annonceurs pour leurs clients de ces solutions de réalité enrichie, plus lent que ce qu'on pouvait voir au préalable. Et on pense, et on est assez intéressé ou satisfait de cet état-là, que finalement, la maturité a amené chacun à se dire « qu'est-ce que je dois raconter d'abord avant de mettre en place la technologie ?» Et puis le deuxième volet qui nous intéresse particulièrement chez Interactive, c'est celui du déploiement à l'échelle de ces solutions. Faire un proof of concept, faire un prototype permet de valider la faisabilité, la désirabilité et la sustainabilité, si je puis dire. L'enjeu derrière, une fois qu'on a validé ou mis coché ces 3 cases, c'est de dire comment je vais déployer ça à l'échelle. Et donc, c'est bien ces 2 éléments, la capacité à raconter des histoires, à produire du contenu d'un côté, et la capacité à déployer à l'échelle, qui sont les 2 enjeux aujourd'hui de projets réussis dans le domaine de la réalité augmentée. Alors, tout ça, évidemment, nous amène à mesurer que ces aspects de la réalité étendue au travers des différents dispositifs qu'on a évoqués, eh bien, modifient ou impactent l'ensemble des compartiments de nos vies en tant que consommateurs, en tant que patients, en tant que citoyens, en tant que contribuables, mais également en tant que responsables d'entreprise, quelle que soit la fonction que j'occupe. La capacité à interpréter des aspects sensoriels commence à être des réalités pour certaines industries. On pouvait avoir des éléments qui étaient liés à la reconnaissance de genre et qui peuvent, dans des segments extrêmement basiques, je veux pousser un contenu homme ou femme destiné à un homme ou à une femme, eh bien, aller leur pousser ce contenu-là. On peut maintenant, aujourd'hui, faire de la reconnaissance d'attitude et à partir de là, renvoyer des messages qu'on estime pertinents. Naturellement, l'expérience du gaming est particulièrement appétente à ces technologies. Je ne vais pas tellement y revenir. La manière de faire évoluer les comportements au travail sont là aussi absolument fondamentaux. Et ce, à 2 titres. On va venir sur la logique de commerce dans une fraction de seconde. Mais bien évidemment, sur la manière de former les workers dans les entreprises est absolument transformée par ces nouvelles modalités de réalité enrichie. Je vais prendre l'exemple de fournisseurs ou de distributeurs d'équipements industriels ou de machines-outils qui peuvent maintenant fournir des modules de formation et de certification aux employés de leurs clients qui, dans des conditions de sécurité absolue, permettent d'avoir accès avec ces outils de réalité étendue à la manipulation et à la formation à toutes les machines en question et à tout moment organiser des cycles de certification. Et on est absolument aujourd'hui dans ces réalités-là dans le domaine industriel. Dans le domaine de l'e-commerce, évidemment, qui nous occupe, on a là des enjeux qui sont absolument formidables et formidables à différents titres. Dans le domaine du B2C, qu'est-ce que nous apporte la réalité étendue? Elle nous apporte la possibilité, triple possibilité. La première, c'est celle d'avoir la chance de ne plus nécessairement demander au client de venir sur mon point de vente, mais d'avoir la possibilité de lui apporter le point de vente avec une expérience d'interaction différente de celle d'un écran de mobile ou d'un écran de desktop, là où il se trouve. Le deuxième aspect, c'est corollaire à celui-ci, la possibilité de s'affranchir des murs.
Aujourd'hui, je peux très bien avoir un pop-up store à peu près n'importe où, ou avoir la possibilité d'interagir avec la représentation d'un véhicule en réalité augmentée à l'échelle 1, où que je me trouve. Et le troisième volet qu'on comprend aisément, c'est la possibilité d'avoir accès à un inventaire illimité sans avoir à exposer une surface financière ou avoir à pousser les murs pour pouvoir stocker l'intégralité de mes produits. Et donc dans ce contexte-là, au travers de ces trois composantes, d'une part, la modification de l'expérience de vente, d'autre part, la possibilité de faire du commerce n'importe où, voire en ubiquité, et le troisième volet, la possibilité de s'affranchir des logiques de stock et des logiques d'inventaire, que le commerce va considérablement évoluer. Alors, il évolue naturellement pour le consommateur final que je suis, mais il va également évoluer de manière structurelle pour les annonceurs qui veulent pousser ces expériences avec des logiques encore industrielles pour pouvoir déployer l'intégralité ou une partie significative d'un catalogue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les industries qui disposent de données sur leurs produits structurées dans des référentiels type PLM, Product Lifecycle Management, pour des industries qui sont plutôt qui font appel à des structures un peu plus lourdes, ou à ce qu'on appelle des PIM, Product Information Management, du DAM, Digital Asset Management, etc., etc. Eh bien, ça va être la capacité à automatiser la transformation de ces référentiels d'entreprise dans les polygones qui vont être finalement affichés au travers des expériences que je vais pouvoir et vouloir rendre sur un terminal, quel qu'il soit, confère les premiers slides que je présentais. Le deuxième élément, c'est la possibilité et la nécessité de devoir faire évoluer la manière dont je vais former les commerciaux qui vont assister la vente. Si on se projette dans des réalités qui existent aujourd'hui, où j'ai des commerciaux qui vont proposer des vérandas à des clients en leur montrant, grâce à la réalité augmentée et avec une tablette, comment la véranda vient se connecter sur leur habitation, eh bien, il va falloir que je forme, il va falloir que j'explique à ces équipes de vente comment ces nouveaux processus de vente doivent être mis en place. On a différents exemples, pas nécessairement liés à ces réalités étendues, où la mauvaise formation, la mauvaise communication aux équipes de vente se sont soldées par des échecs dans le déploiement des solutions technologiques en question. Donc ça, c'est des éléments importants. Et puis, pour conclure sur ce volet de l'impact de ces technologies sur les forces de vente, dans bien des cas, possiblement, ces technologies deviennent self-service pour les utilisateurs, et dans ce cas, n'ont plus besoin d'avoir le même type de support à la vente qu'ils pouvaient rencontrer préalablement, mais avoir un support beaucoup plus expert. Donc ça, c'est des tendances qu'on voit arriver sous l'impulsion d'Apple au départ, qui a mis en place ces Genius dans les Apple Store avec non pas une vocation commerciale, mais une vocation de venir répondre à des questions techniques, d'intégrer ou de connecter l'écosystème des produits Apple avec l'ensemble de ses partenaires. Eh bien, pour de nombreuses organisations, notamment dans le monde de l'automobile où la concession est en train d'être complètement révolutionnée, cette logique de faire évoluer les rituels de vente et les rituels d'accueil grâce notamment à ces technologies est absolument impératif. Donc je vais passer sur ces exemples parce que je vois le timer qui tourne et j'aimerais bien avoir un petit temps d'échange avec vous pour vous donner un tout petit peu de recul par rapport à tous ces sujets, et notamment pour dire qu'aujourd'hui, ce monde de la réalité étendue, c'est une réalité économique avec des perspectives de marché décuplées finalement à horizon 2020. Et donc nécessairement, nous, ça va nous intéresser.
avec des courbes d'adoption qui sont extrêmement rapides. Donc évidemment, la seule qu'on ne voit pas ici, c'est la 8, qui est celle de la réalité étendue. Mais non, si je vous montre avec mon doigt, ce n'est pas assez étendu comme réalité pour que vous voyez à l'écran. Mais en tout cas, on a des courbes d'adoption qui, sur une période extrêmement courte, sont absolument formidables. Si on regarde en fait les industries qui sont aujourd'hui appétantes et impactées par ce marché de la réalité étendue, au sens large, AR, VR, on voit finalement aujourd'hui que le B2C, qui représente 6 milliards sur 2017, et presque 40% du marché aujourd'hui, ne va représenter qu'un peu moins d'un tiers à horizon 2020, ce qui ouvre des perspectives pour l'ensemble des industries autour de ces technologies. Et donc, cette croissance, on pense finalement qu'elle s'articule autour de 4 axes principaux. La possibilité de créer des nouvelles expériences, ça nous occupe au quotidien, d'optimiser la manière dont les employés fonctionnent, je l'évoquais autour de la formation, et dans le domaine par exemple de la médecine, la formation continue dans le cadre des interventions de plus en plus robotisées sont absolument essentielles et critiques. La capacité à créer des nouveaux streams de revenus pour nos clients au travers des nouvelles expériences, des nouveaux services et des nouveaux produits. Et puis, bien entendu, optimiser tous les cycles de conception et de production. Alors, si on essaye de regarder, je passe un petit peu vite pour conclure et vous laisser la parole. Notre conviction aujourd'hui, et je le répète, c'est celle qui passe autour de la création de nouvelles expériences, parce qu'on pense que c'est réellement le terrain de bataille concurrentiel pour l'ensemble de nos clients. Et donc, quand on fait cette petite équation qui dit que à partir du moment où on a des idées qui sont centrées autour des besoins de l'utilisateur, qu'on met en place des expériences avec du contenu qui fait du sens, en s'appuyant sur des technos telles que celles de la réalité étendue, on est convaincu que c'est un driver de changement très important dans la manière que vont avoir les entreprises de faire du business et de se connecter. Si on regarde finalement les domaines dans lesquels on peut imaginer des évolutions pour soutenir ce facteur 10 qu'on évoquait tout à l'heure, on peut le regarder selon 2 axes. Un axe interne à l'entreprise, en quoi la réalité étendue va venir optimiser les processus, les modes de fonctionnement. Et là, on le voit, je ne vais pas relire l'ensemble du slide, mais on le voit autour de tous les processus de conception et de production, tout ce qui tourne autour du manufacturing et de l'optimisation des opérations. Et ça, on le voit bien notamment dans le domaine des industries lourdes et de l'équipement, par exemple, des usines et des usines du futur. Tout ce qui est lié autour de l'évolution de la visualisation au travers des nuages de points et de la 3D. Tout ce qui est lié à la formation, on l'a évoqué il y a tout à l'heure. Et puis, bien entendu, dans un monde où on cherche à être vigilant sur le voyage, on cherche à être vigilant sur la sécurité, la possibilité de permettre aux gens de vivre des expériences proches de la téléportation à la mode Star Trek. Le deuxième aspect, on l'a dit, premier élément, comment j'optimise le fonctionnement des entreprises. Deuxième élément, comment je viens créer pour les clients ou les clients de nos clients un nouvel agenda de croissance. Évidemment, tout ce qui tourne autour du commerce. On a évoqué au travers des applications tout à l'heure, mais également la manière de modifier l'expérience in-store grâce à la 3D. Si je suis un acteur de la cosméto et que je prône un certain nombre de valeurs autour de mes racines géographiques, je peux immerger mes clients quand ils arrivent dans une partie de mon magasin bien dans la région que je promeus. Un marketing qui va être complètement différent et qui va s'intensifier et s'amplifier au travers des nouvelles manières de faire de la publicité, notamment sur les réseaux sociaux. Les ventes directes, on en a parlé. Tout ce qui traite de l'après-vente, quand demain, en réalité enrichie, vous allez avoir la possibilité d'accéder à des modes d'emploi
qui vous permettront de plus avoir à appeler un support téléphonique ou un bot, parfois un peu barbant, et naturellement la création de nouveaux services. Voilà, on a évoqué un petit peu les différents value case. Je serais ravi d'en parler. Et puis, juste un dernier mot pour vous dire qu'on a évidemment, et vous l'aurez compris, saisi depuis des années chez Accenture et chez Accenture Interactive, saisi l'ensemble des opportunités autour de ces technologies, et notamment au travers d'Interactive, puisque notre vocation, c'est d'aider nos clients à créer des nouvelles expériences, et l'ensemble de ces dispositifs nous semble être aujourd'hui un élément de réponse très pertinent à, encore une fois, ce terrain de l'expérience qui est le champ de bataille pour nos clients, de différenciation, de préférence de marque et à la fin de revenus et de croissance. Voilà. Tiens, le timer est passé à 0, étonnamment. Je crois qu'il y a un micro qui circule ou qui peut circuler, et je serais ravi de prendre vos questions. Ou pas vos questions, d'ailleurs. Ce sera du coup la seule et unique question. Je suis désolée pour les autres. Bonjour, donc merci quand même beaucoup pour cette présentation. Alors, on sent un véritable engouement autour de la VR et une forte couverture médiatique actuelle, que ce soit dans la presse générale et spécialisée. Cependant, on note quand même, via différents rapports, qu'il y a un taux d'adoption qui reste bien en deçà des prédictions. Donc, comment vous pouvez l'expliquer et quel serait au final l'élément qui manque pour que réellement cette technologie soit plus globalement utilisée par les professionnels? Ouais, merci pour la question. En fait, pour moi, il y a deux enjeux. Il y a le monde industriel d'un côté qui, et on le voit au travers de nombreux exemples, a déjà franchi le pas. Et donc, l'adoption, elle est plutôt liée aux utilisateurs B2C. Moi, je ramène ça, en fait, à l'histoire du GPS. Le GPS, il y a quelques années, c'était encore un gros boîtier, lourd, cher, impossible à mettre à jour ou très compliqué à mettre à jour. Et à partir du moment où le GPS s'est installé dans nos téléphones portables, on utilise tous Google Maps, on utilise tous Waze. Il faut vraiment louer une voiture et plus avoir de forfait roaming dans une bagnole de location pour utiliser le GPS on-board. Aujourd'hui, avec la mise à disposition de l'ARKit, notamment dans l'iOS 11, et puis les nouveaux terminaux qui sont équipés des caméras qui permettent d'avoir des expériences stéréoscopiques, on commence à mettre à disposition des utilisateurs et donc des marques l'outillage technologique pour pouvoir commencer à généraliser la mise à disposition de ces expériences. Donc je pense qu'on est vraiment dans les facteurs d'adoption autour de deux éléments. Un élément qui est la technologie, et là aujourd'hui elle arrive dans nos téléphones au creux de nos mains. Et le deuxième aspect, c'est celui d'arriver à créer des expériences qui soient engageantes et qui aient du sens. Et pour continuer l'analogie du téléphone, regardez le nombre d'applications que vous avez téléchargées et regardez le nombre d'applications que vous utilisez au quotidien. Et donc, tant que je n'ai pas d'expériences qui ont du sens, je reviens sur ma tautologie du départ. Tout ce qui ne m'intéresse pas est inintéressant et par défaut, je vais m'en défaire. Donc, le challenge techno, il se résout. Et le challenge du sens, il est de notre côté, il est du côté des annonceurs et c'est quelque chose qui nous excite énormément. C'est bon ? Merci.